depuis les années 30, 36. Rappelez-vous, 1936, le grand patronat français, plutôt Hitler que le Front populaire, lors de la crise Covid-19, avec le trucage du marché des vaccins, de manière à ce que les gens prennent l'habitude que la recherche d'innovation, ça vient des États-Unis. Le numéro que portent les prisonniers, par exemple, qui est tatoué sur le bras, qui arrive dans les camps de concentration, c'est un numéro IBM, si je puis dire. Quand on est monté à Paris pour se battre, pour se défendre, les choses ne sont pas assez claires. Avant, on était mécontents et maintenant, on a la haine. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Kate. Merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Surtout, ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas accueilli sur notre antenne. Je rappelle rapidement qui vous êtes. Vous êtes journaliste d'investigation depuis 1987. Avant cela, vous avez passé plus de 15 ans dans la presse écrite. Vous êtes auteur de 17 ouvrages. Et là, je vous reçois en l'occurrence pour parler de votre livre qui s'intitule « Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe » aux éditions Culture et Racines. Alors, dans ce livre, vous retracez surtout la genèse de l'Union européenne, en tout cas de la construction de l'Union européenne, en commençant par distinguer l'Europe et de l'Union européenne. D'ailleurs, votre premier chapitre s'intitule « Leur Europe » entre guillemets et l'Europe. Alors, dites-nous comment cette confusion a été instaurée dans l'esprit des citoyens français et plus largement dans l'esprit des Européens et pourquoi il est essentiel de bien comprendre ce qu'est l'Europe et l'Union européenne. Oui, c'était une question intéressante et vous avez fait bien de la poser parce que effectivement, les hommes politiques, les médias reprennent systématiquement, parlent de l'Europe pour désigner en réalité l'Union européenne. Or, l'Union européenne et l'Europe sont deux choses bien différentes. L'Europe, c'est un continent bien plus vaste que la petite Union européenne qui a pris ses contours actuels avec notamment le traité de Maastricht de juin 1992, puisque nous avons sur le continent européen près de 840 millions d'habitants aujourd'hui, au travers d'une soixantaine, 57 à 60 pays, pays et territoires, donc bien au-dessus loin des 27, le double des 27 pays de l'Union européenne. Et le continent européen, c'est quand même 32 millions de kilomètres carrés contre les 4,2 millions de kilomètres carrés de l'Union européenne. Donc nous sommes sur le plan géographique dans des dimensions qui n'ont rien à voir avec ce que ces politiciens, médias rabâchent sur le thème de l'Europe, 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 l'Europe. En réalité, leur petite Union européenne, leur petite Europe, c'est le versant ouest et très légèrement central du continent européen qui a été enfermé dans le carcan de cette Union européenne. Et alors, c'est important parce que ce sont aussi, au-delà de l'aspect géographique, ce sont des cultures. Cette Europe, le continent européen, est riche de multiples, d'est en ouest, d'une multitude de cultures avec des religions très différentes. Vous avez, par exemple, en Fédération de Russie, un tas de religions, principalement orthodoxes, mais aussi musulmanes, qui se côtoient sans problème, contrairement du reste à plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, il y a vraiment... et puis les richesses du sous-sol, richesses des mers, je veux dire, tout un tas de... C'est un creuset d'invention. La Fédération de Russie, à elle seule, était le premier pays producteur de brevets au niveau mondial avec les États-Unis. Donc, ça donne vraiment une idée de ce qu'est l'Europe, l'Europe réelle par rapport à l'Union européenne. Alors, je pense que c'est important de le souligner parce que justement, cette Europe, cette Union européenne a été conçue justement par les États-Unis pour diviser les Européens entre eux. Et ceux qui parlent de l'Europe, l'Europe, en voulant citer en réalité leur petite Union européenne, quelque part font le jeu des milieux impérialistes de Washington qui voient d'un très bon œil et qui cherchent par tous les moyens à ce que l'Europe soit divisée entre l'Union européenne
et l'Europe réelle qui, comme je viens de le dire, va bien au-delà des frontières de l'Union européenne. Et c'est ce que justement vous vous attardez à démontrer dans ce livre, justement. Alors, vous remontez à la révolution russe d'octobre 1917 et tout le long de ce livre, vous l'avez dit, il est question de l'hégémonie américaine et vous montrez comment et pourquoi, depuis le début du XXe siècle, l'objectif des États-Unis est de diviser l'Europe. Alors, pourquoi commencer dès octobre 1917 ? Ça commence dès octobre 1917 pour une raison simple, c'est qu'au moment de la révolution russe, les bolcheviks, quand ils prennent le pouvoir, décident de nationaliser toutes les grandes entreprises qui appartenaient à des sociétés occidentales. Il faut savoir qu'avant 1917, l'économie russe était entre les mains des grandes banques et des grandes sociétés transnationales occidentales. La Barings, la Société Générale, la Rothschild, plus les grandes compagnies états-uniennes, bien sûr, et anglo-saxonnes essentiellement. À titre d'exemple, je le cite du reste dans le livre, Herbert Hoover, qui sera plus tard président des États-Unis, possède à lui seul plusieurs centaines de kilomètres de voies ferrées, des compagnies maritimes, des mines d'or, de cuivre. Donc, ce sont vraiment sont des gens qui se sont accaparés les richesses de la Russie et à laquelle l'aristocratie et la bourgeoisie russe à l'époque coopèrent. Je veux dire, elle y retrouve son enrichissement personnel en laissant le peuple dans une misère incroyable, puisque toutes ces grandes sociétés occidentales réalisent de super profits en pillant les richesses de la Russie. Et quand les bolcheviks prennent le pouvoir, quand il y a la révolution russe de 1917, ils disent « Messieurs les capitalistes, c'est fini, les richesses de nos entreprises vont aller maintenant au développement de nos entreprises et de la société. » Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, les États-Unis ont formé une coalition. Alors, du reste, c'est quelque chose, vous avez vu, je rapporte rapidement, enfin, j'explique quand même comment ça se passe, parce qu'aucun manuel d'histoire ne parle de cette guerre-là que je vais évoquer, qui est en réalité la première grande guerre impérialiste, c'est-à-dire la première grande guerre décidée par les États-Unis contre un État souverain. Les États-Unis, sans aucune déclaration de guerre, vont former une coalition dite internationale, parce qu'à chaque fois qu'ils font une coalition, elle est toujours internationale, même si ce n'est pas le cas, et qui va regrouper une quinzaine d'États, plus le Japon. Et l'objectif, c'est de renverser le gouvernement révolutionnaire qui a pris le pouvoir à Moscou et de mettre à la place un gouvernement qui leur convienne, et puis de pouvoir s'emparer pour récupérer les sociétés, les entreprises qu'ils avaient au profit de leurs actionnaires, bien sûr, et puis de leur enrichissement personnel. Donc, ils font cette coalition et c'est quand même de mars 1918 jusqu'en 1924. La guerre va durer pendant 6 ans. Ça va être des sabotages, incendies de récolte, tentatives d'assassinat des dirigeants bolcheviques. Tout un tas tout est une guerre à outrance, vraiment, et malheureusement, l'armée rouge et le peuple russe, quand même, est attaché à sa terre et à sa culture. À l'époque, le Parti communiste, avec d'autres forces de la société russe, vont s'opposer à cette guerre coloniale, à cette guerre impérialiste. Il faut appeler les choses par leur nom. Il s'agit de s'emparer du reste. Tous les États qui participent à cette guerre au travers de corps expéditionnaires se sont répartis carrément les territoires de la Russie de l'époque. Les Français et les Allemands visent... alors les Allemands, eux, veulent s'accaparer ce qui correspond à l'Ukraine aujourd'hui et aux pays baltes. Les Français visent le bois, aussi l'armement, avec cartel allemand de l'armement. Les Japonais occupent la Sibérie, donc ils veulent s'emparer de tout le territoire de la Sibérie. Les Anglais, qui ont toujours été attirés par l'odeur du pétrole, ont carrément prévu de faire une confédération avec le Caucase et tous les champs pétrolifères du Caucase, avec l'objectif d'aller plus tard sur le Proche-Orient, bien sûr. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1917-1918, et c'est là que vous avez l'accord qui est passé entre la banque Rothschild et le gouvernement britannique pour faire la compagnie, pour contrôler la compagnie du canal de Suez, puisque les 3/4 du commerce britannique transitent par le canal de Suez.
Donc, vous voyez, c'est vraiment une guerre d'accaparement, comme ils appellent aujourd'hui, comme ils appellent ça entre eux, comme les oligarques états-uniens et européens appellent ça entre eux, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux territoires économiques. Cette guerre va durer jusqu'en 1924 quand même, hein. Alors, c'est assez extraordinaire parce que personne n'en parle, à exception faite de travaux d'historiens comme Annie Lacroix-Riz ou d'autres, qui l'évoquent au travers de travaux de recherche. Mais c'est quand même une guerre qui a fait des millions de morts, une guerre qui a entraîné une quinzaine de pays. Et vous avez vu, j'en parle d'autant plus facilement au début du livre que je cite quelques télégrammes qu'adressent les présidents. Alors, c'est deux présidents de l'époque, c'est le président Deschanel et ensuite le président Millerand, qui s'adressent à des chefs d'État étrangers et aussi à des généraux des États-Unis, britanniques également, puisque j'avais un de mes grands-pères qui travaillait à l'état-major militaire de Paris et qui était, comme il était polyglotte, il était chargé tout particulièrement de contrôler l'envoi des télégrammes de la présidence à des dirigeants étrangers ou à des chefs militaires étrangers. Et j'ai eu également dans la même période mon oncle qui lui était également, qui parlait couramment 4 langues et qui était le secrétaire particulier de Deschanel et qui l'a été ensuite de Millerand. Donc il avait accès là tout de suite bien évidemment à des informations intéressantes. Et vous avez vu, je cite quelques paragraphes, quelques extraits de ces télégrammes qu'envoient les présidents français à leurs homologues britanniques et à leurs homologues états-uniens, en disant, persuadés de la victoire, de leur combat pour la liberté. Ce sont les mêmes discours hypocrites que l'on retrouve aujourd'hui dans d'autres guerres que mènent les États-Unis, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans les pays arabes ou ailleurs. C'est toujours, bien sûr, au prétexte de nobles causes, de la défense de la liberté, de la promotion de la démocratie. Du reste, quand les guerres sont finies, on voit ce qui reste de la démocratie et des libertés en question. Alors, ce qu'on comprend aussi, c'est que la Russie, finalement, a toujours été un territoire de convoitise et on voit bien que cette guerre, donc qui nous a été cachée, en tout cas, qui n'a pas été diffusée, est tout de même liée à ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, en Ukraine, finalement. Oui, mais vous retrouvez la même chose en Ukraine, parce que c'est incroyable. Je veux dire, quand vous voyez un président comme Emmanuel Macron qui appelle à la guerre contre la Fédération de Russie, quand vous voyez ces dirigeants de l'Union européenne qui engagent des milliards d'euros de fonds publics, alors que dans le même temps, ils prennent des directives pour réduire les dépenses publiques, pour supprimer des lits dans les hôpitaux, pour réduire tout un tas les budgets de tout un tas de ministères sociaux, et que vous voyez, alors donc ce sont des fonds publics qui vont alimenter la guerre. La France et l'Union européenne prêtent des milliards d'euros à un État qui s'appelle l'Ukraine, qui aujourd'hui ne peut plus rembourser ses dettes, parce que comme l'a dit John Perkins, qui était un ancien assassin économique qui travaillait pour une société transnationale aux États-Unis, qui m'a bien expliqué, il m'a dit: Jean-Loup, il faut surtout que tu dises que ce sont des prêts qui sont faits à l'Ukraine, parce que les gens croient beaucoup que c'est de l'argent que les gouvernements donnent à l'Ukraine pour qu'ils se défendent contre les méchants russes. Pas du tout, parce que l'essentiel dans un conflit, c'est la dette que vous fabriquez au pays, parce qu'il va arriver un moment où le pays devra rembourser sa dette, et l'Ukraine ne peut plus rembourser ses dettes. Alors, dans le même temps, je prends l'exemple de la banque Rothschild, par exemple. Depuis 2016, la banque Rothschild s'emploie à multiplier les rencontres chaque année dans une capitale de l'Union européenne, une capitale différente, pour mobiliser les investisseurs et pour mobiliser les actionnaires des grandes sociétés avec des représentants de l'État. Mais il s'agit en réalité de se partager l'économie ukrainienne qui ne peut plus rembourser ses dettes, c'est tout. C'est-à-dire qu'on donne des fonds publics pour que l'Ukraine fasse la guerre à la Russie, et dans le même temps, on va se préparer, bien évidemment, au nom de la liberté, de la reconstruction, de la modernisation, du développement. Eh bien, ce sont les grandes entreprises privées qui vont en Ukraine pour s'accaparer des marchés. On a le cas avec M. Niel qui a porté un important accord dans le secteur des télécommunications.
Donc, mais il y en a d'autres. Et puis, mais bien évidemment, alors les dirigeants de l'Union européenne sont un peu déçus parce qu'ils pensaient que les États-Unis, que l'oligarchie anglo-saxonne leur laisserait peut-être un peu plus, quoi, peut-être la culture du chou, de la pomme de terre à relancer. Mais qu'est-ce qu'on voit sur place? Eh bien, c'est que déjà aujourd'hui sont en place des grandes sociétés transnationales états-uniennes comme Monsanto, Cargill, Dupont de Nemours et compagnie, qui sont en train d'essayer de s'accaparer les richesses de l'Ukraine, les richesses agricoles, paragricoles, mais aussi du sous-sol, bien sûr. Vous avez vu, c'est les fameuses tractations pour essayer de récupérer les minerais précieux du sous-sol de l'Ukraine. Donc tout ça, c'est un vaste cinéma dans lequel meurent des gens. Et puis, vous me permettrez quand même, Kate, de rappeler au passage que si la Fédération de Russie est intervenue en février 2022, c'est quand même pour protéger des populations qui étaient exterminées simplement parce qu'elles étaient russes ou simplement parce qu'elles s'opposaient au régime de Kiev. Il faut quand même le rappeler aussi, qui est une dictature. Les élections sont supprimées, les médias qui ne portent pas la parole du pouvoir sont interdits, fermés du jour au lendemain sans procès. L'Église orthodoxe est interdite. Je veux dire, le principal parti d'opposition à la Rada, le gouvernement ukrainien, est interdit. Des militants communistes ont été arrêtés, emprisonnés. Des démocrates ont été assassinés. Du reste, vous remarquerez que les médias français ne font pas grand bruit des journalistes qui sont assassinés en Ukraine par l'armée ukrainienne, mais ces groupes néo-nazis. Parce que ça aussi, il faut le rappeler, l'armée ukrainienne est la seule armée d'Europe à avoir des groupes néo-nazis qui sont incorporés dans ces bataillons. On le voit d'autant plus que Volodymyr Zelensky a été reçu là encore à l'Élysée, qu'il a fait 45 minutes, je crois, d'interview avec des journalistes à la fois donc français, britanniques, allemands. Donc on voit bien le discours qui est servi de manière quotidienne par rapport à cette guerre en Ukraine et le discours aussi de Zelensky qui est complètement faussé en réalité, qui est très loin de la réalité. Oui, mais c'est une réunion, vous savez, c'est une rencontre d'anciens combattants, ça. Ce sont des gens qui ont perdu une guerre et qui veulent la faire perdurer, mais il y a que des gens complètement irresponsables comme Emmanuel Macron pour tenir de tels propos et engager la France dans une guerre qui est déjà perdue. Donc on voit bien, bon, mais c'est pas la première fois que Emmanuel Macron, je veux dire, mène des opérations contre les intérêts de la France. On l'a vu avec l'affaire des cabinets anglo-saxons pour la privatisation de l'administration française. On l'a vu avec l'affaire Alstom, qui est loin d'être finie. On l'a vu avec l'affaire des vaccins de la Covid-19, où il a participé au trucage du marché du médicament qui a été organisé depuis l'OMS, avec la complicité directe de l'Union européenne, Madame von der Leyen, bien sûr, et puis aussi l'Agence européenne des médicaments, et en France, l'Agence nationale de la sécurité du médicament. J'ai exposé tous ces faits dans Tous vaccinés, tous en danger, quand j'ai interviewé notamment Jean-Marc Sabatier, chercheur du CNRS, sur cette question. Donc pour M. Macron, la question qui se pose et que devraient se poser M. Macron et M. Zelensky, du reste, c'est quelle retraite vont-ils avoir ? Parce que est-ce que des individus comme Emmanuel Macron et Zelensky, qui sont quand même responsables du premier génocide depuis la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen, génocide qui consiste à avoir livré pour M. Macron des armes à une armée qui avait incorporé des groupes néo-nazis et qui assassinait des civils dans des villes et dans des villages simplement parce qu'ils étaient opposés à la dictature de Kiev ou qu'ils étaient russes. Donc, il y a là c'est un génocide entre l'accord de Minsk 2004-2015 et 2022, cette année, c'est trop longues années du reste, cette année pendant lesquelles près de plus de 20 000 personnes sont décédées sont mortes des exactions qui ont été menées par ces groupes paramilitaires et par l'armée ukrainienne avec le bataillon Azov qui est incorporé dans l'armée ukrainienne, qui est un groupe néo-nazi. Donc, M. Macron a armé ces gens-là. Et du reste, vous avez une organisation des journalistes qui sont sur le terrain en Ukraine, ont été vraiment dégoûtés de voir comment se comportaient
les salles de rédaction occidentales, et ils ont formé une association qui s'appelle une association qui regroupe des journalistes d'investigation et des reporters de guerre. Je cite du reste à l'intérieur du livre International Reporters. Et International Reporters, vous avez des journalistes ukrainiens, russes, français, allemands, anglais, de différents pays qui étaient correspondants sur place, qui sont sur le front de la guerre et qui participent. Du reste, si vous connaissez des médias français qui ont le souci de publier la vérité, n'hésitez pas à me les envoyer. Je pourrais les mettre en contact avec International Reporters. Ils vont se faire un plaisir de leur faire visiter les villages et les villes où des civils ont été assassinés par l'armée ukrainienne. Oui, il faut préciser les médias de masse, les médias de masse français. Oui, bien sûr. Je ne parle pas. Oui, bien sûr, je parle des médias subventionnés par l'Élysée-Matignon. Bien sûr, bien sûr. Pour en revenir à l'Union européenne, à quel moment l'idée de la construction naît-elle et pourquoi? À quel moment ça prend source? Alors, c'est une question, il a fallu remonter aux origines. Les origines, c'est 1918, quand vous avez cette première guerre impérialiste. Parce que là, les États-Unis prennent conscience qu'il leur faut protéger le pillage qu'ils organisent des pays. C'est-à-dire qu'ils ont des entreprises dans lesquelles qu'ils ont implantées ou qu'ils ont développées dans des pays qui leur permet de s'enrichir. Et il leur faut protéger ce système de pillage. Alors, ça va être la fameuse idéologie de l'interventionnisme, c'est-à-dire de donner le pouvoir des États-Unis. Woodrow Wilson donne à ce moment-là la doctrine qui va permettre aux États-Unis d'intervenir dans les États où que ce soit pour protéger les intérêts des États-Unis. Alors, on connaît ça aujourd'hui en 2025 d'une autre manière, parce que ça dure maintenant depuis les années 2000, mais ça s'est développé, avec toute une succession de lois qui ont été mises en place par le pouvoir des États-Unis, pour le pouvoir états-unien, et qui sont des lois extraterritoriales, c'est-à-dire que ça donne la possibilité aux États-Unis d'intervenir, y compris à l'étranger, par exemple pour piller les données stratégiques d'entreprises au travers de leur comptabilité. Alors, ils ont mis en place tout un système de normes avec les Anglais, parce que les Anglais, de leur côté, ont mis en place des normes qui s'appellent les normes IFRS. Alors, sous couvert d'harmoniser, par exemple, la comptabilité des entreprises, ce qui est nécessaire à une époque où les entreprises ont besoin de communiquer entre elles, mais ça ne concerne bien évidemment que les grandes sociétés transnationales, là encore. Les PME peuvent y accéder si elles travaillent beaucoup à l'international, mais c'est assez rare. Et donc, ces grandes sociétés vont harmoniser leur comptabilité et sous couvert de protéger les investisseurs, vous avez tout un tas de lois aux États-Unis, Patriot Act, la loi Sarbanes-Oxley, la loi SOX, et puis d'autres dans le domaine du numérique qui permettent à des fondations privées. Alors, il y a 2 fondations privées, une qui se trouve en Angleterre, mais dont le siège social est basé dans le Delaware aux États-Unis, et une autre qui est également une fondation privée qui se trouve aux États-Unis, qui s'occupe des normes comptables pour les grandes sociétés états-uniennes, parce que bien évidemment, les États-Unis, le pouvoir veut bien qu'on harmonise les normes, mais ils veulent garder leurs propres normes. Donc, ces fameuses normes GAP, comme ils appellent, c'est, si vous voulez, ça donne pouvoir, toutes ces lois donnent pouvoir à l'administration et aux services de renseignement des États-Unis d'accéder aux données qui sont stockées dans le nuage informatique, dans le cloud computing, où sont regroupées évidemment les comptabilités de ces entreprises. Ça, c'est pour vous donner un aspect du pillage des ressources des entreprises par les États-Unis. C'est-à-dire qu'on passe outre les lois, on passe outre les États, et évidemment, sous couvert, encore une fois, là, ce n'est pas sous couvert de liberté et de promotion de la démocratie, c'est sous couvert de lutter contre le terrorisme, bien sûr, et de protéger les investisseurs. Alors, ça prend, bien avant ça prend naissance, donc là, à partir des années 1918-1920, où vous avez la naissance de l'impérialisme, avec notamment les grandes banques qui deviennent aux États-Unis propriétaires du capital industriel. Et vous avez eu en 1914, je donne 1918 même, vous avez eu cette intervention des États-Unis à Haïti, où vous avez les États-Unis qui ont envoyé
des canonnières pour piller carrément tout l'or qui était détenu dans la banque de Haïti. Ils ont ramené l'or qui était stocké dans une banque de Wall Street et ils ont mis Haïti à feu et à sang. Ils ont imposé une véritable dictature pour piller toutes les richesses agricoles, paragricoles et du sous-sol, parce qu'il y avait aussi des mines à Haïti. Après, vous avez eu 1918. 1918, avec cette grande guerre qu'il déclenche contre la Russie. Et depuis là, il faut bien prendre conscience, pour vous donner une idée, quand vous remontez le temps, 1924, la France reconnaît la nouvelle Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, mais déjà aux États-Unis, le grand patronat, c'est à l'automne 1930, vous avez le représentant de la Deutsche Bank qui rencontre ses homologues de Wall Street et des milieux financiers des États-Unis aux États-Unis pour essayer pour avoir leur accord sur la promotion de Hitler comme chancelier, d'Adolf Hitler. Il va revenir après en Allemagne, il va lui falloir une année pour convaincre les principaux dirigeants du secteur économique et financier de faire nommer Hitler comme chancelier par le président Hindenburg. Et à partir de là, l'idée des États-Unis, c'est de constituer un nouveau front pour attaquer à nouveau l'URSS, pour s'emparer de ses richesses. Donc, ils vont utiliser, et c'est là que prend naissance l'idée essentielle, c'est en 1942-1943, à savoir qu'il faut diviser l'Europe, c'est-à-dire enfermer le versant occidental de l'Europe dans un marché commun, un marché unique qui prendra, alors c'est d'abord la communauté économique européenne, ça prendra après jusqu'en 1992 avec Maastricht, ça devient l'Union européenne. Aujourd'hui, ils veulent en faire un État supranational européen, mais l'idée, c'est de diviser le continent européen en opposant son versant occidental à la Russie. Parce que tant que les Européens sont divisés entre eux, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles parce que le pire cauchemar de Washington, c'est que les Européens se mettent à coopérer entre eux, y compris avec la première puissance économique du continent, qui est depuis la fin 2023 la Fédération de Russie. Et ça serait le pire cauchemar pour eux. C'est le pire cauchemar. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, les entreprises des États-Unis seront obligées de traiter d'égal à égal avec toutes les entreprises de tous les pays du continent européen. Et ça, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de contrôler un marché qui est enfermé dans un bloc monolithique comme l'Union européenne que d'avoir affaire à une succession d'États avec ses lois, avec ses prérogatives, avec les critères à respecter, que ce soit la comptabilité, que ce soit la production, que ce soit les brevets, etc., etc. Donc vous contrôlez. Du reste, ils n'ont pas eu trop de soucis puisque pour mettre en place la communauté économique européenne, ils se sont appuyés sur le schéma qu'avait mis en place le Reich allemand pour construire l'espace global européen, l'espace économique global du Reich allemand. Et c'est le même système, c'est-à-dire un territoire unique, une administration centrale, une langue unique, c'était l'allemand. Aujourd'hui, ils veulent en faire l'anglais. Une monnaie unique, c'était le Deutschmark, aujourd'hui c'est l'euro, et puis une administration centrale, on a remplacé Berlin par Bruxelles. Et ça, vous le contrôlez beaucoup plus facilement. Il suffit d'influer auprès des centres de pouvoir de l'Union européenne, avec le lobby, avec les lobbyistes, avec tout un tas d'intervenants du grand patronat principalement. Vous le contrôlez beaucoup plus facilement que si vous devez vous agresser à la fois au patronat allemand, au patronat français, au patronat suédois, etc., etc. Parce que là, vous avez affaire à des gens, dans ce cas-là, qui défendraient l'intérêt de leur pays, l'intérêt de leurs entreprises. Mais ce n'est pas le cas. Le grand patronat français, vous voyez bien, depuis que ce soit depuis les années 30, 36, rappelez-vous, 1936, le grand patronat français, plutôt Hitler que le Front populaire. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt Zelensky qu'une Ukraine libre et démocratique. Donc, ils ont toujours été, le grand patronat français a toujours été très sensible à l'occupant, qu'il s'agisse de l'occupant allemand ou de l'occupant anglais. Je veux dire, ils sont toujours à genoux. Et moi, j'aimerais bien qu'on insistait sur justement cette période de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les jalons vont être vraiment posés, en fait. Et vous le dites, Hitler a été amené au pouvoir, il a été finalement, on a accepté sa venue pour
contribuer aux intérêts donc américains. Et vous racontez dans ce livre justement tous les accords commerciaux, et puis il y a des personnages aussi clés dont vous dressez le portrait, des personnages clés dont ici les portraits sont en France en tout cas, parce qu'on va revenir sur quelques-uns de ces, j'en ai choisi quelques-uns, on va en parler, mais je veux vraiment qu'on insiste sur cette période, la Seconde Guerre mondiale, et rapidement en fait nous raconter comment l'hégémonie américaine a traité avec le régime nazi, les Français aussi également, qui étaient complices de toutes ces tractations, de tous ces contrats, de tout. Oui, alors déjà, il faut savoir que dès les États-Unis vont traiter avec le gouvernement de Vichy. Ça aussi, il y a peu de livres d'histoire qui en parlent. Il va y avoir l'ambassadeur des États-Unis qui sera auprès du gouvernement de Vichy, de la dictature de Vichy, qui aura des réunions régulières avec Pétain. Mais aussi, les États-Unis vont préparer, parce qu'ils sentent à partir de 1942-1943, Stalingrad notamment, avec les grandes batailles que remporte l'armée rouge contre le Reich allemand, ils sentent que le vent tourne. Donc, il leur faut préparer l'après-Vichy. À l'après-Vichy, alors, ils vont travailler avec, vous voyez, je donne les noms, avec l'amiral Weygand et un tas d'autres, Giraud et compagnie. Ils vont travailler avec ces gens-là pour préparer ce que l'historienne Annie Lacroix-Riz a appelé un Vichy, sans Pétain. Mais tout est conçu dès l'origine. Vous avez, par exemple, la volonté, quand vous avez le débarquement allié qui a lieu en 1944 sur les plages de Normandie, débarquement, il faut quand même le rappeler, qui n'a pu se faire que parce que les dirigeants soviétiques de l'époque ont déclenché un front sur plus de 1000 kilomètres de manière à ce que les Allemands soient obligés de rapatrier des troupes sur le front de l'Est. Vous avez, dès cette époque, dans ce débarquement, les soldats des États-Unis qui débarquent des caisses de billets qui ont été imprimés aux États-Unis et qu'ils s'empressent de diffuser. Ça, c'est pour la monnaie. Et tout de suite, vous allez avoir l'opposition du général de Gaulle et l'opposition des communistes qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est ? On veut nous imposer une monnaie que nous ne reconnaissons pas. Notre monnaie, c'est le franc. Vous allez arrêter de diffuser. » Mais ils vont quand même continuer, essayer. Ils vont essayer de mettre en place une organisation politique des territoires au travers de l'AMGOT, c'est-à-dire le gouvernement, un gouvernement pour diriger les territoires alliés, pour diriger les territoires alliés libérés, l'AMGOT. Et il est composé essentiellement, cette structure est composée essentiellement de militaires anglais, mais surtout états-uniens. Aux États-Unis, ce sont des militaires qui ont été formés à l'administration civile dans des universités, principalement à l'université d'Yale aux États-Unis, et qui vont avoir en charge de mettre en place le futur régime qui leur conviendrait. Et vous remarquerez que c'est un peu la tactique qu'ils adoptent aujourd'hui quand ils veulent essayer d'installer un pouvoir quelque part, que ce soit en Irak, en Libye, en Syrie ou ailleurs. Ils préparent bien avant la structure qui va leur permettre d'accéder au pouvoir. Même si ce ne sont pas eux qui dirigent, c'est quelqu'un qui leur laissera faire ce qu'ils veulent. Officiellement. Avec les ressources du sous-sol, avec les richesses du pays. Et après, vous allez avoir la même chose. Cette monnaie, ça va continuer au point que dans les années 50-60, vous allez avoir une note du département Europe du gouvernement des États-Unis qui va envoyer une note à Robert Marjolin, qui à l'époque est l'un des dirigeants de la communauté économique européenne, en lui disant de préparer la monnaie unique, mais sans débat public. C'est-à-dire que tout doit se préparer, mais sans surtout que ça vienne sur la place publique. Et comme ils vont être battus sur cette monnaie à l'Assemblée nationale, par l'alliance, le vote commun des communistes et des gaullistes, ils vont faire travailler tout ça de manière souterraine. Et c'est Jacques Delors qui va reprendre après, sous le nom du comité Delors, formé bien évidemment d'experts de la grande finance, qui va préparer l'euro. Mais sur la langue,
ça va être pareil. Alors sur la langue, c'est beaucoup plus insidieux. Et l'informatique, évidemment, et le développement d'Internet va aider à ce que les Français, petit à petit, délaissent leur langue natale pour prendre le langage qui vient pour prendre une sorte d'anglais, une sorte de globish, mais qui les lie en réalité aux normes états-uniennes, aux normes économiques. C'est-à-dire que plus vous parlez... alors, le problème, c'est pas de parler... de pas parler une langue étrangère. Le problème en la question, c'est de parler une langue unique, c'est de ne parler que l'anglais. Les langues étrangères, au contraire, c'est très intéressant. Ça permet de nouer des contacts, ça permet... Mais quand vous ne parlez qu'une langue, ça veut dire qu'il y a un objectif derrière ça. Donc, on le voit, on avait vu comment ils ont procédé avec la monnaie, comment ils procèdent avec la langue, mais c'est pareil aussi au niveau de l'administration. Et ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron quand le cabinet McKinsey et d'autres cabinets anglo-saxons sont intervenus fortement au sein de l'administration française pour privatiser des pans entiers de l'administration française, ça n'a d'autre but que de mettre cette administration aux normes anglo-saxonnes. On l'a vu avec, je le citais tout à l'heure, lors de la crise Covid-19, avec le trucage du marché des vaccins, de manière à ce que les gens prennent l'habitude que la recherche d'innovation, ça vient des États-Unis. C'est ça qu'on leur met aussi dans le cerveau au travers de ça. Donc, et c'est un peu fort. Du reste, là, ils réussissent vraiment un exploit parce qu'ils sont très forts en termes de communication. Et ils réussissent quand même l'exploit, s'approprier des recherches qui étaient en cours à l'Institut Pasteur et dans d'autres centres de recherche en Europe, à se les approprier, à les dénaturer, parce que ces vaccins sont dangereux, comme l'a expliqué Jean-Marc Sabatier, chercheur du CNRS. Et je rappelle du reste tout ça dans Tous vaccinés, tous en danger, que j'ai publié chez IS Éditions. Mais tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble de choses qui se font presque naturellement. Quand vous voyez les inspecteurs d'académie qui se permettent de dire que dès la petite enfance, dès l'école primaire, il faudrait que les enfants aient l'habitude de faire leurs cours en anglais. Donc tout ça, alors après vous avez tout ce qui est culturel, le wokisme, mais c'est une succession de choses qui font que dans la vie de tous les jours, s'installe la pensée unique, parce que c'est ça la pensée unique. C'est pas un grand truc que vous allez apprendre en lisant. Non, ce sont les médias subventionnés, bien sûr, hein, et les médias subventionnés. Ce sont les... Du reste, vous noterez au passage que plus ils sont subventionnés, plus ils perdent de lecteurs. Ce sont mais dans les modes d'emploi que vous ne trouvez plus en langue française, c'est tout un tas de choses dans la vie de tous les jours. Quand vous allez, les expressions, The French Bank, par exemple, où le président Macron est un de ceux qui non seulement a fait le plus de voyages, le président qui a le plus voyagé aux États-Unis, c'est du reste intéressant de savoir avec qui il a été et pourquoi faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, c'est aussi cette volonté, si vous voulez, de favoriser tout ce qui peut être centre de pouvoir états-unien. Ce qui prouve également que la France est sans conteste le vassal des États-Unis, surtout. Et on va le voir parce que, donc là, vous avez cité quelques exemples plus contemporains, je vais dire. Mais quand on revient donc dans l'historique, surtout de votre livre, on va le voir, il y a des personnages clés qu'on appelle les pères fondateurs de l'Union européenne, qui sont français et qui ont effectivement beaucoup servi les intérêts des Américains. Donc, on va commencer peut-être avec Jean Monnet. Jean Monnet, que vous qualifiez de l'homme aux deux visages. Et vous soulignez à la fois son accointance avec les Américains, mais à la fois aussi avec le régime de l'Allemagne nazie. Jean Monnet qui est oui, effectivement, quand on va sur le site de l'Union européenne, c'est un portrait élogieux qui est dressé de cet homme. Vous en faites un portrait tout autre, qui est complètement différent. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors d'abord, première chose, il faut savoir que l'idéologie des pères fondateurs, c'est quelque chose qui a été mis en place, qui a été pensé par Washington et qui a été mis en place par les cercles atlantistes qui se trouvaient en Europe au lendemain de la libération, 1945-50. Et on ne peut pas associer, ils ne veulent surtout pas associer les peuples à cette construction d'une Union européenne
d'une Europe, parce qu'ils ne savent pas comment vont réagir les peuples. Donc, ils ne veulent pas prendre ce risque. Alors, on va leur fabriquer des idoles. Parce que c'est le même schéma aux États-Unis pour la fondation des États-Unis, où vous avez eu les pères fondateurs des États-Unis. Donc là, on va fabriquer des pères fondateurs en les présentant comme des grands visionnaires, comme des architectes de la construction européenne très restreinte, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Donc on va présenter ces gens-là un peu comme ayant été les moteurs de la construction d'une grande Europe. Et en réalité, quand vous regardez sur le site de la propagande, parce que c'est de la propagande que fait l'Union européenne et que fait la Commission européenne, qui présente, alors j'ai pris les principaux, mais quand vous prenez Jean Monnet, quand vous prenez Robert Schuman, quand vous prenez Antoine Pinet ou le Belge Spaak, vous vous apercevez, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que le discours, c'est un discours très généraliste. Déjà, sur la période 1936-1945, la vie de ces gens-là se résume à quelques lignes. Tout le reste, c'est de l'enfumage. C'est-à-dire, on présente par exemple Jean Monnet, pour vous donner un exemple, Commission européenne qui présente Jean Monnet comme Jean Monnet opposé au fascisme, part aux États-Unis où il devient banquier. Bon, alors quand vous réfléchissez un peu, vous dites, tiens, banquier, mais pour être banquier, il faut avoir de l'argent, ou alors vous êtes employé de banque, c'est pas pareil. Alors, Jean Monnet et sa famille, c'était une famille de producteurs de cognac. Bon, il y avait un peu d'argent, mais de là à fonder une banque, surtout aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Alors, je m'intéresse à ce que fait Jean Monnet aux États-Unis. Et je m'aperçois qu'en réalité, Jean Monnet, il est introduit dans les cercles des États-Unis de la finance par quelqu'un qu'il connaît depuis 1919, qu'il a rencontré à la conférence de la paix qui s'est tenue à Paris en 1919, qui est autre que John Foster Dulles. John Foster Dulles, qui, il faut le rappeler quand même, qui sera secrétaire d'État des États-Unis plus tard, et qui en 1930, quand Monnet 1935, quand Monnet s'installe aux États-Unis, est un soutien officiel du parti nazi. John Foster Dulles soutient ouvertement l'Allemagne nazie, pour la défense, bien évidemment, des entreprises états-uniennes, puisque pendant... et alors, où c'est intéressant, c'est ce que fait Jean Monnet pendant la guerre, parce que cet homme qui est opposé au fascisme, j'ai croisé les travaux d'historiens Dany Lacroix-Rise, de Philippe Mioche aussi, qui a travaillé beaucoup sur Jean Monnet, et puis d'autres que je cite dans le livre, d'autres historiens, et vous vous apercevez qu'en réalité, Jean Monnet a été un collaborateur distant, je dirais, distant et bien rémunéré par le Reich allemand. Je m'explique. John Foster Dulles va introduire Jean Monnet auprès de l'un des plus importants cabinets d'avocats de New York, Sullivan & Cromwell, qui a des contacts qui défend plusieurs grandes familles de milliardaires états-uniens. Alors c'est Rockefeller, Morgan et compagnie. Et là, il va faire la connaissance d'un affairiste qui vient d'une banque qui a fait faillite, George Murnan. Et avec George Murnan, ils vont créer une société. Et l'un des objectifs de cette société, ça sera de blanchir les entreprises du Reich allemand. Alors pourquoi blanchir juridiquement des entreprises du Reich allemand? De manière à ce qu'elles puissent continuer de travailler avec des sociétés transnationales états-uniennes. Alors ça consiste par exemple à faire que l'entreprise n'ait plus une carte d'identité allemande. Alors pour ça, on va mettre son siège social dans un pays dit neutre, un pays particulièrement pourri comme la Suède à l'époque ou la Suisse. Et puis on va, par un tas de biais juridiques, on va faire que les actionnaires allemands aient des hommes de paille qui vont être des actionnaires anglo-saxons, français ou autres, peu importe. Et donc, ces gens-là vont permettre à ces entreprises de continuer d'exister, puisqu'ils ne tombent plus sous le coup de la loi qui est votée par le Congrès des États-Unis, qui interdit le commerce avec l'ennemi. Et les grandes sociétés transnationales états-uniennes, ITT, Coca-Cola, Ford, General Motors et compagnie, je cite dans le livre, IBM bien sûr, vont contourner donc la loi qui a été décidée de ne pas travailler avec l'ennemi, qui était des décisions du Congrès des États-Unis, notamment
par ce système qui a été mis en place par Murnane et Monet, qui va leur permettre, alors il faut savoir aussi, qui va leur permettre de continuer de travailler avec le Reich allemand. Et ça, alors vous avez quand même des choses qu'il faut quand même rappeler. Le numéro que portent les prisonniers, par exemple, qui est tatoué sur le bras, qui arrive dans les camps de concentration, c'est un numéro IBM, si je puis dire. C'est-à-dire que chaque convoi de prisonniers qui arrive dans un camp de concentration est accompagné d'une boîte qui contient toutes les fiches des personnes qui sont présentes dans le convoi. Et à chaque personne, à chaque individu, correspond un numéro. Et ce numéro, c'est sa fiche d'identité, son nom, son prénom, juif, communiste, gaulliste, résistant, etc., etc., etc. C'est le premier grand fichage de masse qui sera opéré par IBM. Premier grand fichage de population. Mais vous avez d'autres choses. Vous avez Ford, General Motors qui vont alimenter aussi en moteur par des filiales qui se trouvent dans les territoires offshore, souvent, qui vont soutenir des forts de guerre nazis. Au point que quand les soldats états-uniens vont débarquer sur les plages de Normandie, ils vont se percevoir que les camions qui sont abandonnés par les Allemands ont les mêmes moteurs que les leurs. Vous avez la filiale, vous avez General Motors, filiale d'Opel, parce que vous avez beaucoup de filiales allemandes dans le domaine de IBM aussi, mais aussi la filiale qui va permettre à General Motors, avec la Luftwaffe, avec l'aviation militaire allemande, de mettre au point le premier chasseur qui va franchir le mur du son, Maquin, qu'ils n'ont pas eu le temps de développer après. Mais c'est pour vous donner Coca-Cola qui vient pour réconforter l'effort le brave soldat allemand en lutte. Alors, c'était pas pour la promotion de la démocratie, mais enfin, on vendait quand même du Coca-Cola. Donc, l'argent n'a pas d'odeur, j'ai envie de dire. Voilà, alors surtout au point qu'on peut se demander si Monet, ça s'écrit bien MO2NET ou ça s'écrit MONEY du reste. Parce que John Foster Dulles va introduire, et lui-même, un conseiller l'un des plus grands groupes chimiques d'Europe, qui se trouve en Belgique, le groupe Solvay, et John Foster Dulles va introduire Jean Monnet de manière à ce qu'il travaille avec le groupe Solvay un peu comme un consultant, si vous voulez. Et Jean Monnet, c'est Philippe Mioche, qui est un historien, donc je citais tout à l'heure, va être l'un des rares à pouvoir accéder aux archives du groupe Solvay. Et dans ces archives du groupe Solvay, il trouve notamment la manière dont Jean Monnet va être rémunéré de 1936 à 1945 par le groupe Solvay. Alors, pour ses interventions, et il faut quand même savoir qu'en 1942-1943, le groupe Solvay a des administrateurs nazis à sa tête. Parce que, évidemment, comme groupe chimique, c'est une entreprise considérée par Berlin comme une entreprise stratégique, donc qu'il leur faut contrôler. Donc, c'est une administration nazie. Du reste, le groupe Solvay explique très bien aujourd'hui que la direction leur échappait complètement. Par contre, si elle leur échappait complètement, il n'a pas, les administrateurs nazis qui ont été nommés par Berlin à la tête du groupe Solvay ont continué de rémunérer Jean Monnet jusqu'en 1945. Alors vous avez vu, j'ai trouvé y compris des documents qui sont des documents d'archives, qui expliquent combien Jean Monnet et Georges Murnane ont touché en faisant, dans le cadre de ces travaux avec le groupe Solvay et avec d'autres entreprises du reste, puisqu'ils ont même traité à un moment avec l'un des fondateurs du parti nazi. Et donc, ça montre bien, si vous voulez, le double visage, mais c'est quelque chose. Jean Monnet, c'est un petit bureaucrate, un petit fonctionnaire, c'est pas un grand visionnaire, c'est tout ce que ça peut comporter. Je veux dire, c'est un homme qui, alors qu'il sera nommé par le général de Gaulle à la direction du commissariat au plan, qui est quand même un poste très important, puisqu'il s'agit à la Libération de reconstruire le pays. Un homme qui, alors qu'il occupe ce poste de responsabilité, on se demande du reste comment il est arrivé là, passons, mais un homme qui va écrire au secrétaire d'État aux États-Unis, il faut détruire de Gaulle. C'est Éric Branca, mon ami Éric Branca, qui rapporte ces faits à l'intérieur de l'excellent ouvrage qu'il a publié sur l'ami américain, ça s'appelle l'ami américain, et qui explique comment justement le jeu, cette duplicité, que je développe moi sous un autre aspect que lui il a développé parce que c'est plus un historien, mais qui montre comment
tous ces Monet, ces Pinet, ces Schuman, tous ces gens-là, en réalité, qui se présentent à la Libération et qui se réintroduisent dans l'appareil d'État pour occuper des postes à responsabilité, pour servir leurs amis anglo-saxons. Parce qu'entre-temps, comme ils ont été vaincus par l'armée rouge, l'armée soviétique, ils sont quand même passés de l'aigle allemand à l'aigle, à l'aigle des États-Unis. Donc, c'est juste un changement d'aigle pour eux. Mais ils ont continué ce travail contre le pays. Alors, oui, parce comme Antoine Pinet ou Robert Schuman sont devenus des ministres en fait d'État. Et puis Robert Schuman, vous dites que il a détruit tout son passé, toutes ses archives en fait. Oui, alors le pauvre, il n'a pas pu tout détruire. Il a peut-être été pressé par le temps, ce qui a permis encore de retrouver des éléments. Mais Schuman, effectivement, a détruit toute une partie de ses archives qui le concernaient, parce qu'il est présenté, là encore, par la Commission européenne, comme un homme qui va, c'est tout juste, il va être un résistant. Oui, voilà. On ne sait pas trop s'il est résistant, s'il est clandestin. En tout cas, une chose est sûre, c'est un proche de Vichy. Alors, non seulement il a travaillé pour Vichy, il n'a pas travaillé longtemps, mais il a travaillé pour Vichy. Mais alors après, concernant Robert Schuman, il y a quelque chose qui est symbolique. Vous avez des dizaines de milliers d'Alsaciens qui quittent l'Alsace au moment où l'armée allemande envahit la France. Et ce qui se passe, c'est que Robert Schuman, lui, fait le trajet dans le sens inverse. Et quand il va être arrêté par l'armée allemande, alors il va être en résidence surveillée. Alors, ça n'a rien à voir avec le départ pour le camp de concentration que présente la Commission européenne. Il continue de percevoir son salaire, il est logé correctement, il a des livres, il reçoit les personnes qu'il veut recevoir, et surtout, il bénéficie du soutien de cette droite catholique radicale et régionaliste qui va intervenir auprès des autorités allemandes. Vous avez vu, je reproduis des extraits de courriers qui ont été envoyés par ces mouvements auprès des autorités allemandes en disant mais Robert Schuman n'a jamais travaillé contre l'Allemagne, c'est un ami de l'Allemagne, etc., etc. Et alors, l'évasion de Robert Schuman, alors c'est quelque chose de merveilleux. Si vous lisez, c'est un vrai conte de fées que présente la Commission européenne. Et c'est au point que Robert Schuman, alors, il va s'arrêter un peu dans un monastère, il faut manger, quand il descend, il va à Lyon. Parce qu'à Lyon, il y a ses amis qui l'attendent. Et son évasion est tellement clandestine, du reste, que l'arrivée de Robert Schuman à Lyon est annoncée dans un journal qui est diffusé sur la place de Lyon, que Robert Schuman connaît parfaitement bien, dont il connaît le rédacteur en chef qui n'arrête pas de faire des éditos à la gloire de Pétain, du maréchal et de la France maréchaliste, etc. Et Schuman connaît bien ce journal et connaît bien ce rédacteur en chef puisqu'il est lui-même actionnaire du journal. Donc, c'est un peu, vous voyez, comme si vous aviez des résistants communistes, des dirigeants communistes dans la résistance qui étaient arrêtés par les Allemands, qui se soient évadés et que l'humanité clandestine annonce leur arrivée à Lyon. Lyon, où il y a le siège de la Gestapo, quand même, il faut le rappeler, sur la zone sud. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment... Et là, qu'est-ce qu'il va faire, Robert Schuman, ce grand résistant, ce grand clandestin? Il va participer à des réunions très officielles avec des élus, avec la Chambre de commerce et d'industrie qui elle-même travaille avec la Chambre d'agriculture, avec les officiels allemands, pour voir comment répondre aux exigences du pays occupant, de l'Allemagne. Donc, vous voyez... Robert Schuman, il va même arriver plus tard, il va aller plus tard rencontrer Pétain à Vichy. Alors donc, tout ça, c'est vraiment un conte de fées que l'on tisse pour faire croire aux Européens qui ont été systématiquement écartés de tous les traités qui ont permis de construire l'Union européenne, exception faite du traité de Maastricht. Alors après, les Français, pour leur faire croire que cette Europe, c'est la leur, quoi. En réalité, ce n'est pas la leur, c'est celle de dirigeants qui ont travaillé pendant la guerre, soit avec l'Allemagne, soit avec les États-Unis, avec les services états-uniens. Et du reste, le symbole de cette collaboration entre l'Allemagne nazie d'après-guerre et les États-Unis, c'est Antoine Pinet, dont le cercle Pinet va être lui-même monté par un propagandiste et un activiste de Vichy, anticommuniste, lié au service secret allemand pendant la guerre, et après la guerre, toujours lié au service de renseignement nazi. Donc tout ça va pour vous dire que derrière le vernis de ces gens-là,
quand on gratte et quand on craquelle tout ça, ce qui n'apparaît, ce n'est pas vraiment l'histoire officielle de l'Union européenne. Alors, il y a effectivement ces personnes qui ont un rôle clé dans l'hégémonie, en tout cas dans ce que va être l'hégémonie américaine, mais il y a aussi la CIA dont vous dites qui organise les États-Unis d'Europe. Oui, oui. Alors, j'ai trouvé que ils ont choisi un slogan qui est toujours d'actualité du reste, hein. Quand vous voyez par exemple Emmanuel Macron, les agissements d'Emmanuel Macron, ceux qui sont officiels et ceux qui le sont moins, et que vous voyez comment par exemple le Parlement européen a voté, alors là je vais le rappeler, c'était au mois de décembre 2023, a voté une résolution qui a été votée par une majorité de députés du Parlement européen et qui dit, je cite, réunis à Strasbourg, le Parlement a voté la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne et décide, je cite là, poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Ça explique ce qui se passe en France, où vous avez un président et un gouvernement qui sont minoritaires dans le pays, un président qui va choisir un Premier ministre. Alors là, vraiment, ils font les fonds de tiroir, hein. On va chercher un Manuel Valls, dont même les Espagnols n'ont pas voulu comme maire de Barcelone. On va chercher Elisabeth Borne, qui s'est félicitée de détruire le secteur nucléaire français quand elle était Première ministre. On va chercher des gens, je veux dire, qui ne représentent rien, que même des sortes d'apparatchiks qui votent, qui voguent à gauche, droite, des sortes de culbutos. C'est un gouvernement de perdants. Et ça, c'est le symbole même, si vous voulez, et c'est ce que vous voyez en Roumanie. C'est ce que vous voyez en Géorgie, où il faut écarter tous les gens qui s'opposent au système, par tous les moyens. Regardez comment en Roumanie, ils ont essayé, ils ont écarté le leader du parti qui était opposé à l'Union européenne et à l'OTAN, bon, qui a aujourd'hui un successeur, puisque les Roumains ont réagi, mais cette volonté délibérée d'imposer le système d'exploitation des peuples. C'est un véritable carcan, cette Union européenne. Et ça, ce vote du 13 décembre 2023, ça marque vraiment l'aspect dictatorial de l'Union européenne, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Ça veut dire on n'a que faire du suffrage universel, ce qui n'empêche pas les mêmes qui votent ces textes de venir se présenter aux élections. Quand il y a les élections européennes qui arrivent, et vous avez des millions de Français, comme vous avez des millions d'Allemands, etc., qui vont voter pour des gens qui n'ont pas de bilan. Leur seul bilan, c'est la crise et la guerre, et c'est la raison pour laquelle ils n'en parlent pas. C'est du reste la raison pour laquelle j'ai publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy Bilan Noir, où je dis, mais attendez, vous allez voter pour des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez qu'au travers de leurs déclarations, mais lequel vous a dit, grâce à l'Union européenne, on a réduit le chômage, grâce à l'Union européenne, on a développé le secteur de la santé, grâce à l'Union européenne, on a fait un champion des transports. C'est ce que voulait faire, c'est ce que prétendait faire Emmanuel Macron, en mentant, bien évidemment, quand il a donné Alstom à General Electric. Donc, aucun ne fait le bilan. Aucun ne vous dit, grâce à l'Union européenne, on continue de détruire l'agriculture. Grâce à l'Union européenne, la pêche artisanale se meurt. Tout ça, tout ne repose plus que sur la communication. Et ça, c'est ce que disait Marx, c'est quand un système arrive en bout de course, il sécrète lui-même sa propre caricature. Écoutez, quand vous voyez les actes et le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ou de son homologue allemand, ou de son homologue britannique, effectivement, nous sommes en plein dans la caricature. Ouais. Mais finalement, ce qu'on comprend aussi, c'est que quand on lit votre livre, on voit bien que l'origine de cette Union européenne remonte à très loin et qu'aujourd'hui, tout est verrouillé. Donc, on peut s'interroger sur tous ces politiques qui aimeraient sortir de l'Union européenne. Finalement, ça aussi, c'est une utopie. Ça, c'est une bonne question. Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis en train de travailler sur une enquête sur justement l'oligarchie, alors sur le plan français.
plan international, mais sur le plan français, et l'oligarchie et les forces souverainistes. Et c'est pas une longue enquête, si vous voulez. Je montre comment l'oligarchie s'est emparée du pouvoir et comment elle se maintient au pouvoir. Ce sont une succession de tableaux, de courts textes qui font entre 2 et 8 pages maximum, mais qui montrent les connivences entre le pouvoir politique et la grande finance. Comment on recrute un politicien domestique, comment l'oligarchie recrute un politicien domestique, comment, par exemple, les dirigeants d'une grande banque coopérative font une société anonyme pour l'introduire quelques années plus tard en bourse, Crédit Agricole. Mais une succession de tableaux qui montrent ce pouvoir de l'oligarchie, ce pouvoir mortifère, mais aussi pourquoi il dure, ce pouvoir. Et la deuxième partie de ce travail d'enquête, vous êtes la première à qui j'en parle, c'est l'état des lieux un peu de la résistance. Il y a du boulot, hein. Mais j'imagine bien. Alors, c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire au travers de Empêcher l'Europe, c'est de montrer comment s'est développée l'idée de ce qui n'était pas encore l'Union européenne. Mais après, au bout du compte, il y a quand même une chose. C'est que, comme je vous le disais, ces Français ils continuent de voter pour des gens en écoutant le discours des médias qui les trompent 24 heures sur 24. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous n'avez plus d'opposition. Que vous alliez du Parti communiste au Rassemblement national, ils sont tous d'accord sur l'Union européenne, ils sont tous d'accord pour rester dans l'OTAN, ils sont tous d'accord pour rester dans la zone euro. Ça veut dire que du Parti communiste au Rassemblement national, en passant par les partis Bleuliette et Rose Bonbon de la Plaine et du Marais, comme on disait du temps de la Révolution française, ils sont tous d'accord pour la crise et tous d'accord pour la guerre. Donc, il est important de dénoncer ce discours mensonger, parce qu'il faudra quand même que M. Bardella explique aux Français, les dirigeants du Rassemblement national, expliquent comment ils peuvent, par exemple, limiter l'immigration en France en restant dans l'Union européenne, qui sanctionne les États qui refusent d'appliquer les quotas qui sont décidés à Bruxelles. Il faudra que M. Fabien Roussel explique comment il veut nationaliser le secteur bancaire et financier, en restant au sein d'une institution, d'une organisation supranationale qui passe son temps à privatiser le secteur économique et financier. Du reste, il faudrait que M. Roussel fasse un peu le bilan de ce qu'il avait dit avant ces élections européennes, les précédentes, où il parlait de démocratiser les institutions financières. Alors, il faut faire le bilan quand même du travail. Quand vous avez des gens qui sont députés, eurodéputés pendant 5 ans, quelles ont été vos propositions de loi pour démocratiser le secteur bancaire et financier, et quels résultats avez-vous obtenus? C'est ça quand on est un élu du peuple. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis partisan de remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif. Comme voulaient le faire les révolutionnaires de 89, ce qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'ils en ont été empêchés par la bourgeoisie. Tu m'étonnes, la soupe est bonne, on a intérêt à se faire élire et à ce que ça dure le plus longtemps possible. Et comme a voulu le faire le général de Gaulle à la Libération, dont il a été dissuadé par cette partie réactionnaire de la bourgeoisie qui tenait, tout comme ceux de 1989, à ce que ça dure le plus longtemps possible. Donc faisons-nous élire et puis après on verra, quoi. Mais là, c'est pareil. Les gars, ils sont élus pendant 5 ans, puis après, ils reviennent. Alors, ils viennent de moins en moins souvent sur les marchés quand même pour serrer la main des commerçants ou des agriculteurs. Là, on les voit moins. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, malgré la difficulté des états-majors parisiens du souverainisme à se parler, même quand ils sont d'accord sur des propositions communes. On sent quand même qu'il y a des choses qui bougent, parce que venir sur un marché, on risque de tomber sur quelqu'un qui va nous dire « Dites donc, là, vous voyez, là, j'habite le Lot, là, et alors ma femme, elle est suivie pour son cœur depuis des années, et elle a demandé un rendez-vous chez le cardiologue, et on lui demande 6 mois d'attente. 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Ah bah oui, alors dans le département voisin, ils ne nous prennent plus parce qu'on n'est plus département, et comme ils sont débordés, qu'il n'y a plus assez de lits d'hôpitaux, qu'il n'y a plus assez de médecins, que des centres de radiologie ont fermé, maintenant ils ne prennent plus que les gens de leur département. Donc tout ça, vous voyez, c'est dangereux, c'est des gens que les questions peuvent poser sur les marchés. Et puis, comme me l'a dit un jour un agriculteur à une conférence à laquelle j'assiste avec la coordination rurale, quand on est monté à Paris pour se battre, pour se défendre, les choses ne sont pas assez claires. Avant, on était mécontents, et maintenant, on a la haine. Et alors, bon, mais
c'est de la base que tout ça, ça partira. Mais ça, c'est un autre débat. Effectivement, c'est un autre aussi débat, répondre à votre question, Kate. mais c'est un débat aussi essentiel et c'est un débat Oui. qui ouvre des perspectives aussi sur l'avenir. Moi, j'ai envie de dire aux spectateurs d'éteindre leur télé et de lire tout simplement, voilà, et d'ouvrir leur esprit à d'autres choses. Je vous remercie, Jean-Louis Zambert. Je vais rappeler le titre de votre livre qui est vraiment très passionnant. Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe aux éditions Culture et Racines. On voit cette Europe d'un autre angle. Donc, merci pour ça. Et puis, je rappelle aussi que vous venez de sortir avec Claude Janvier votre dernier livre en coécriture qui s'intitule L'abandon français, quelque chose est pourri dans mon royaume de France aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et d'ailleurs, je recevrai votre co-auteur très bientôt en studio. Voilà, sans vous malheureusement. Hein. C'est pas ce que vous perdez. Hein. Ah mais je vous ai invité, Jean-Loup, je vous ai invité. Oui, Kate, je plaisantais. Je plaisante. Merci de votre invitation en tout cas. Et puis c'est une émission qui, j'espère, a permis de. Il faut aussi que les gens regardent le Média 442. Ça a permis, je pense, de donner une autre vision de l'Union européenne qui n'est pas vraiment l'Europe dont parlent les politiciens, les médias et hauts fonctionnaires qui visiblement, à commencer par le président de la République, qui visiblement a du mal du point de vue géographique. Et pour en savoir plus, il faut lire votre livre. Merci, Kate. Merci beaucoup, Jean-Loup. À bientôt. À très bientôt. vite. Au revoir, Kate. Au revoir.